Quelque chose m'a sauvé ce jour-là, quelque chose de vivant, qui ne ressemblait ni à un animal ni à un esprit. Il y avait une jeune femme, à peu près de mon âge à l'époque, début vingtaine, assise seule dans un café presque vide. Elle avait l'air d'essayer de ne pas pleurer, alors je suis allé la voir et je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir avec elle. Nous avons parlé pendant des heures. De tout et de rien à la fois. Elle n'est pas rentrée dans les détails sur ce qu'elle vivait, mais elle avait l'air de penser qu'il n'y avait plus d'espoir. J'ai fait de mon mieux pour l'encourager, je lui ai dit de ne pas abandonner. J'ai essayé de lui donner des raisons de s'accrocher, j'ai évoqué des idées qui pourraient peut-être rallumer une étincelle d'espoir. Le café allait fermer. J'ai écrit mon numéro sur une serviette et je lui ai dit que j'aimerais vraiment la revoir. Je lui ai aussi dit qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Elle m'a regardé et m'a dit que tout ce que je venais de lui dire, ce n'était pas pour elle que je devais le dire, mais pour moi. Je ne lui avais pas dit que j'étais moi-même suicidaire. J'étais venu au café à l'origine pour réfléchir à la meilleure façon de mettre fin à mes jours. En lui parlant, je me suis dit que si je pouvais aider quelqu'un à ne pas ressentir ce que je ressens, je ne me tuerais pas. Du moins, pas tout de suite. Ce jour-là, elle n'a pas seulement sauvé ma vie. Elle a aussi donné un sens nouveau à mon existence, un but rempli d'espoir. Aujourd'hui, je suis thérapeute, j'aide les gens tous les jours. Elle m'a serré dans ses bras puis elle est sortie. Je me suis précipité après elle parce qu'elle avait oublié la serviette avec mon numéro. Je suis sorti à peine 2 secondes après elle. Il n'y avait plus personne. Cela s'est passé il y a un peu moins de 10 ans. Je rentrais chez moi à pied, tard dans la soirée. Les rues étaient vides, il n'y avait personne en vue jusqu'au moment où je suis passé devant une église. Juste devant l'entrée, il y avait un homme noir qui semblait simplement traîner là, sans rien faire de particulier. C'était à Bismarck, dans le Dakota du Nord, un endroit où l'on croise rarement des personnes noires. Il m'a salué calmement. J'ai répondu d'un signe de tête et j'ai levé la main pour lui rendre le geste. J'ai continué à marcher, pensant que c'était un simple échange de politesse. Mais alors que je m'éloignais, je l'ai entendu dire d'une voix neutre, « Demain va être une mauvaise journée pour toi. » Le lendemain matin, en me réveillant dans mon petit appartement au sous-sol, j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Le sol était trempé, l'air était irrespirable. En quelques secondes, j'ai réalisé que les égouts avaient débordé pendant la nuit et que tout le contenu des canalisations était remonté à travers les drains. De la merde, littéralement, avait envahi tout le logement. Tout était perdu. Les meubles, les vêtements, les livres. Je suis resté figé au milieu de cette horreur, pensant uniquement à cette phrase que j'avais prise pour une blague étrange ou une remarque sans importance. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait su ce qui allait arriver. Et pourtant. À cette époque, je traversais une période vraiment difficile. J'étais sorti manger seul dans une petite aire de restauration du coin, juste pour prendre l'air et essayer de ne pas trop penser à tout ce qui allait mal. En rentrant chez moi, je me suis arrêté à un feu rouge, les mains dans les poches, l'esprit ailleurs. C'est là que je l'ai remarqué. Un homme un peu sur ma droite, à une dizaine de mètres. Il n'avait rien d'étrange physiquement, il ressemblait à n'importe qui, mais il dégageait une présence étrange. Ce n'était pas de la peur, ni une menace. Plutôt comme si son existence avait un poids particulier. Quelque chose d'invisible, mais palpable. Quelques minutes plus tard, alors que j'avais repris ma marche, il s'est approché de moi tranquillement. Il m'a regardé avec un petit sourire et m'a dit « Tu as une des énergies les plus bienveillantes que j'ai jamais vues. » Sur le coup, je me suis tendu, pensant qu'il cherchait à flirter ou qu'il allait me sortir un discours bizarre. J'ai voulu accélérer le pas, espérant qu'il me laisse tranquille. Mais il a continué à parler. Et ce qu'il a dit ensuite m'a cloué sur place. Il a commencé à évoquer ma vie actuelle, pas dans les détails précis mais avec une justesse déconcertante. Il a parlé de quelqu'un que j'avais aimé, d'un conflit, d'une rupture douloureuse.
Il a dit que cette perte me forçait à changer, à me reconstruire, que ce moment difficile n'était pas une fin, mais un passage obligé. Je ne savais plus quoi faire. Je le regardais, figé, incapable de répondre. Il a vu mon visage, mon malaise évident, et il a simplement souri. Il a dit doucement, « Oui, j'ai un don. Les gens ne me croient pas, mais c'est réel. » Puis il est parti, comme s'il n'avait jamais été là. Je repense souvent à cette scène. Je me demande encore si j'ai croisé quelqu'un qui avait un vrai don ou si c'était juste quelqu'un qui m'avait observé, étudié, ou pire. Ce n'était pas vraiment un inconnu, mais plutôt un homme plus âgé que tout le monde connaissait vaguement dans ma ville natale. Il faisait le ménage à la banque locale. C'était l'un des rares hommes noirs du coin, toujours discret, toujours poli. Un jour, je me suis retrouvé assis à côté de lui dans un café. Je ne m'attendais à rien de particulier, peut-être juste un échange banal comme on en a tous les jours. Mais dès qu'il a commencé à parler, j'ai compris que j'étais en train de rencontrer quelqu'un de totalement hors du commun. Ce n'était pas juste un homme cultivé ou bien informé. C'était un niveau d'intelligence que je n'avais jamais croisé avant. Il parlait de biologie moléculaire, de propulsion spatiale, d'histoire ancienne, de médecine expérimentale, avec une aisance qui donnait l'impression qu'il avait travaillé dans chacun de ces domaines. Et le plus étonnant, c'est qu'il le faisait sans prétention, comme si tout ça n'était qu'un simple sujet de conversation entre deux cafés. Je l'ai revu plusieurs fois sur une période d'environ 5 ans. À chaque discussion, j'avais la sensation de parler à quelqu'un qui ne venait pas tout à fait du même monde que le mien. Il n'était pas juste intelligent, il avait cette manière de relier les idées, de formuler des hypothèses, de poser les bonnes questions, qui donnait l'impression qu'il voyait l'univers à une échelle différente. Et pourtant, il avait de l'humour. Il riait facilement, racontait des anecdotes absurdes, savait mettre les gens à l'aise. Je revenais d'un entretien d'embauche très important, un de ceux qui peuvent changer le cours d'une vie. J'étais persuadé de l'avoir raté. Pendant tout le vol de retour, j'étais ailleurs, complètement absorbé par mes pensées, revivant chaque détail, chaque phrase que j'aurais dû formuler autrement. Je ne voyais ni les gens autour de moi ni le temps passer. Quand l'avion a atterri, j'ai attendu comme tout le monde que les passagers commencent à se lever. J'ai fini par me lever à mon tour pour attraper mon sac dans le compartiment. Et là, une femme plus âgée, assise 3 rangées plus loin, s'est tournée vers moi, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit calmement, « T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas la voir. » Sur le coup, j'ai juste hoché la tête et je l'ai remerciée poliment, sans réfléchir, pensant qu'elle devait se tromper de personne ou qu'elle avait simplement senti que j'avais l'air préoccupé. Mais ce n'est que plusieurs heures plus tard, quand j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'avais décroché le poste, que ces mots me sont revenus. Je ne sais toujours pas pourquoi elle a dit ça, ni comment elle a deviné ce que je vivais. Elle ne m'avait jamais parlé avant, elle n'avait aucun moyen de savoir d'où je venais ni ce que je traversais. Et pourtant, elle avait vu juste. C'était comme si elle avait perçu quelque chose en moi que moi-même je ne pouvais pas exprimer. Comme si, à ce moment précis, elle avait été placée là pour m'offrir un fragment de réconfort au moment où j'en avais le plus besoin. Je marchais dans les bois, près de la mer, dans le sud de l'Angleterre. C'était une promenade tranquille, presque méditative, jusqu'à ce que je tombe sur une formation rocheuse étrange, imposante, avec un petit panneau planté devant, le siège à souhait. C'était une sorte de trône naturel, taillé par le temps, massif et solitaire au milieu des arbres. Par curiosité, ou peut-être juste pour jouer le jeu, je me suis assis dessus et, sans vraiment y croire, j'ai formulé un souhait léger, presque idiot, comme on le fait parfois sans attendre de réponse. Alors que j'étais encore assis là, une famille est passée sur le sentier devant moi. Un homme, une femme, un garçon et une fille. Rien dans leurs vêtements ou leur attitude ne sortait de l'ordinaire, mais il y avait quelque chose de remarquable chez eux. Ils étaient magnifiques. Pas seulement beaux, mais avec une sorte d'éclat, de présence, comme s'ils appartenaient à un tableau parfaitement composé.
Un an plus tard, je me suis retrouvé à marcher de nouveau sur ce sentier, mais à une période différente de l'année, à une heure différente de la journée. Je n'y pensais même plus, jusqu'à ce que le chemin me mène à nouveau devant le rocher. Je me suis assis dessus, un peu amusé de le retrouver. Et, alors que je regardais distraitement autour de moi, la même famille est réapparue, marchant dans la même direction, avec la même tranquillité, comme s'ils n'avaient jamais quitté cet endroit. Le père, la mère, le garçon et la fille, exactement comme je m'en souvenais. Il y a des coïncidences qu'on oublie vite, et d'autres qui restent. Celle-ci ne ressemblait pas à une simple répétition du hasard. C'était trop précis, trop net, comme si quelque chose avait rejoué une scène à dessein. J'étais dans la vingtaine, en plein voyage à travers l'Italie, le genre de périple où chaque jour est improvisé et où l'on essaie de faire durer chaque billet un peu plus longtemps. Ce jour-là, je faisais une excursion en bateau autour de Capri. Le soleil tapait fort, l'eau était d'un bleu irréel, et tout semblait figé dans une sorte de perfection estivale. Un vieil homme s'est assis près de moi et a commencé à me parler, d'abord de manière légère, avec les banalités habituelles que l'on échange entre voyageurs. À un moment donné, j'ai mentionné que je faisais du sac à dos, que je faisais attention à mes dépenses pour pouvoir voyager plus longtemps, que chaque euro comptait. Il m'a regardé avec un calme étrange et m'a dit simplement « Je te donnerai tout mon argent pour avoir ton âge ». La phrase m'a percuté comme une vague glacée. Le temps autour de moi s'est suspendu. Le bruit de l'eau, les rires des autres passagers, même la chaleur du soleil semblait s'être arrêtée juste assez longtemps pour que je sente le poids de ce qu'il venait de dire. Ce n'était pas une offre, pas vraiment. C'était une vérité brute, glissée dans une conversation presque anodine. Et pendant un instant, j'ai senti une sorte de tension sourde, comme si le monde attendait ma réponse, comme si dire oui pouvait changer quelque chose de fondamental. J'ai dit non. Presque sans réfléchir, mais avec une certitude qui venait de plus loin que mes pensées. Il a hoché la tête avec un demi-sourire, comme s'il savait déjà ce que je dirais. 30 ans plus tard, je me souviens encore de ce moment avec une netteté étrange. J'étais en randonnée sur un sentier qui longeait une pente de gravier, au-dessus d'une rivière. Le soleil filtrait à travers les arbres, l'air était calme, et j'avançais tranquillement, perdu dans mes pensées. En contrebas, de l'autre côté de la rivière, j'ai aperçu un homme avec son chien. Il marchait dans la direction opposée à la mienne, de l'autre côté de l'eau. Je les ai regardés passer sans y penser davantage. Quelques minutes plus tard, alors que je continuais sur le sentier, une portion du sol s'est dérobée sous mon pied. Je n'ai rien eu le temps de faire. Je me suis retrouvé à glisser le long de la pente, emporté par les graviers et la poussière. J'ai eu de la chance, une touffe de buisson bien fournie a ralenti ma chute juste avant que je n'aille plus bas. Je suis resté là quelques instants, les jambes en feu et le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait d'arriver. Quand je me suis enfin décidé à remonter, j'ai entendu des pas venir du sentier au-dessus. En relevant la tête, j'ai vu l'homme et son chien que j'avais aperçus plus tôt. Sauf qu'ils étaient maintenant de mon côté de la rivière, exactement au bon endroit, au bon moment. Sans hésiter, il s'est penché, m'a tendu la main, m'a aidé à grimper le petit muret de pierre qui soutenait le sentier, puis à vérifier que je n'étais pas blessé. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun pont, aucun gué, aucun passage praticable sur cette portion de rivière. Pour traverser, il aurait dû marcher plus d'1 kilomètre dans un sens ou dans l'autre, et pourtant, le temps écoulé depuis que je l'avais vu ne permettait pas un tel détour. J'ai voulu lui poser la question, savoir comment il avait fait, mais il m'a juste souri, a tapoté la tête de son chien et a repris sa marche, comme si tout cela était parfaitement normal. Je suis resté là un moment après leur départ, incapable de comprendre comment il avait traversé, ou même pourquoi il était apparu juste à cet instant précis. C'était comme si la montagne, ou la rivière elle-même, avait décidé qu'il devait être là. Je me promenais avec mon chien en fin de journée, juste pendant cette heure dorée où la lumière enveloppe tout d'un éclat paisible. C'était un de ces soirs parfaits, où le silence est doux,
l'air tiède, et chaque détail du paysage semble figé dans un équilibre fragile. On marchait tranquillement sur un sentier de nature fréquenté, là où les arbres laissent passer juste assez de lumière pour baigner le sol d'or. Et c'est là qu'il est passé. Un jeune homme, pieds nus dans des sandales, torse nu, vêtu d'un short si court et usé qu'on aurait cru qu'il appartenait à un autre temps. Sa peau, ses vêtements, ses dreadlocks, même ses chaussures, tout était d'un beige doux, presque lumineux. Sa chevelure, longue au point de frôler le bas de son short, était d'un blond sable parfait, comme si elle avait été modelée par la lumière elle-même. Son visage était étonnamment plat, presque sculpté, et ses yeux d'ambre brillaient comme s'ils reflétaient le soleil couchant. Il courait d'une démarche souple, presque féline, comme s'il glissait sur le sol sans jamais vraiment le toucher. En passant à côté de nous, il a tendu la main vers mon chien et l'a effleuré sur la tête d'un geste si doux et précis que l'animal s'est figé un instant. Puis il m'a offert un sourire chaleureux, profond, et il a continué sa route sans ralentir. Tout s'est passé au ralenti. Le mouvement de ses cheveux, la lumière sur sa peau, le silence entre ses pas. Mon chien, habituellement calme, s'est mis à tirer sur sa laisse comme s'il devait absolument le suivre, comme si ce garçon l'avait appelé sans un mot. Et moi, je suis resté là, figé entre l'étrangeté et la beauté de ce moment. Cela fait maintenant 4 mois, et pourtant je pense encore à cette scène plusieurs fois par jour. Quand j'étais enfant, mes parents faisaient partie d'un groupe spirituel qui se réunissait tous les 15 jours. C'était un cadre paisible, presque en dehors du temps, et les enfants comme moi pouvaient accompagner leurs parents et rester dans un espace qui nous était réservé pendant les rencontres. On jouait, on dessinait, on riait entre nous, pendant que les adultes parlaient dans une autre pièce. Un jour, pendant l'une de ces réunions, j'ai eu un drôle de pressentiment. Sans raison apparente, j'ai levé les yeux vers la porte, comme si quelque chose ou quelqu'un d'important allait entrer. Et à ce moment-là, une femme est apparue. Je me souviens très clairement de l'image, elle avait une lumière autour d'elle, littéralement, comme si elle rayonnait. Ses cheveux étaient d'un blanc éclatant, pas vieux ni fatigué, mais lumineux, presque irréel. Dans ma tête d'enfant, il n'y avait aucun doute possible, c'était un ange. Ce souvenir ne s'est jamais effacé. Je l'ai revue plusieurs fois au fil des années, à travers ce groupe ou ailleurs. Elle est bien réelle, pas une illusion ou un rêve d'enfant. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois que je l'ai recroisée, elle dégageait toujours cette même douceur, cette même bienveillance absolue. Elle ne parlait jamais fort, mais sa présence remplissait la pièce. Il y avait chez elle quelque chose de très simple, mais profondément lumineux. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si je l'ai vraiment vue baigner de lumière ce jour-là, ou si mon esprit d'enfant a simplement reconnu quelque chose que les mots ne peuvent pas saisir. Quand j'étais adolescent, à la fin de mes années de lycée, je bossais chez Walmart, un boulot comme un autre pour gagner un peu d'argent. Un jour, alors que j'étais en rayon, j'ai entendu 2 filles crier un prénom derrière moi, comme si elles interpellaient quelqu'un qu'elles connaissaient. J'ai pas réagi, pensant qu'elles s'adressaient à un autre mec, jusqu'à ce que je sente une main me tapoter l'épaule. Je me suis retourné et elles m'ont regardé droit dans les yeux, répétant le prénom et me demandant pourquoi je les avais ignorées comme ça, comme si je venais de les snober. J'ai répondu calmement que je n'étais pas la personne qu'elles pensaient, que ce n'était pas mon nom. Mais elles n'ont pas voulu me croire. Elles ont insisté, comme si c'était évident que j'étais ce type. Elles me regardaient avec une certitude dérangeante, me décrivant des détails sur lui, comme s'il m'était impossible de nier. J'ai essayé de leur faire comprendre que je ne les connaissais pas, que je n'étais pas en train de plaisanter. Elles ont fini par abandonner, à moitié convaincues, en marmonnant que je n'étais pas drôle et qu'elles n'avaient pas le temps pour ça. Quand j'étais enfant, ma grand-mère vivait dans un autre pays. Elle était très affectueuse, mais à cause d'un grave problème de dos, elle ne pouvait pas faire beaucoup de câlins. Le contact physique que nous partagions le plus souvent, c'était de se tenir la main. Elle avait toujours les mains les plus douces et les plus chaudes, même pendant les journées les plus froides ou quand la climatisation était allumée.
On pouvait rester assis pendant des heures à discuter, même lorsque j'étais adolescent. Quand j'avais 21 ans, elle est décédée soudainement d'un AVC. Mes derniers mots pour elle avant notre dernière rencontre étaient « Je t'aime très très fort ». Ces mots m'ont beaucoup réconforté à l'époque. Conformément à la tradition juive, nous enterrons nos morts, et comme je suis l'un des seuls hommes de la famille, j'ai dû creuser une grande partie de la tombe moi-même. J'étais épuisé et triste, si bien que je n'ai pas pu exprimer mes émotions avant le soir, une fois rentré chez moi. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai laissé mes émotions sortir, gelées et vidées par cette journée, surtout après avoir passé tout ce temps dehors en plein hiver. Alors que j'étais allongé sur mon lit, le corps glacé, j'ai soudain ressenti une étrange sensation de chaleur dans une de mes mains. Elle est devenue brûlante, presque comme si j'avais de la fièvre, et un calme profond et étrange s'est emparé de moi. Je savais qu'elle était là, cette nuit-là, en train de me tenir la main pour me dire au revoir. Je n'ai plus ressenti de tristesse depuis, parce que j'ai pu lui dire adieu une dernière fois. Quand j'étais enfant, je jouais souvent dehors avec mon meilleur ami d'enfance, Kyle. On avait l'habitude de frapper à la porte l'un de l'autre en demandant « Est-ce qu'il peut sortir jouer ?» ou alors on s'entendait dans nos jardins respectifs, et on sortait directement. Un jour, vers l'âge de 10 ans, je suis sorti sur mon allée parce que je croyais avoir entendu Kyle dehors. J'ai appelé son nom, mais à la place, une petite fille de mon âge est apparue de derrière la maison. Elle s'appelait Amaya. Elle m'a dit qu'elle allait rester toute la journée en attendant que sa mère vienne la chercher. Je lui ai demandé si Kyle allait venir, mais elle a répondu que non. Kyle ne vivait pas vraiment à côté, c'était sa grand-mère qui habitait là, donc c'était normal qu'il soit absent plusieurs jours d'affilée. Alors, on a passé toute la journée à jouer ensemble. Je ne me rappelle plus l'heure exacte, mais je sais que ça a duré du moment le plus chaud de la journée jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. C'était le plein été, donc on était dehors pendant des heures. On a passé la première moitié de la journée dans mon garage parce qu'il y faisait frais, puis, quand la température a baissé dehors, on a continué à jouer dans l'allée. Au bout de quelques heures, elle m'a dit qu'elle devait partir, que sa mère allait arriver bientôt. Je l'ai serrée dans mes bras, triste de voir ma nouvelle amie s'en aller, mais je me suis dit qu'elle devait être liée d'une manière ou d'une autre à mes voisins, donc que je la reverrais sûrement. Le lendemain, la mère de Kyle l'a déposée chez sa grand-mère, alors je suis sorti pour jouer. Je lui ai demandé quand est-ce qu'Amaya allait revenir. Kyle m'a regardé et m'a dit « C'est qui, Amaya ?» Je pensais qu'il faisait le malin, mais à force de discuter, j'ai compris qu'il ne savait vraiment pas de qui je parlais. Je lui ai dit qu'elle portait un haut bleu et un pantalon bleu, et qu'elle avait 3 grosses nattes avec des élastiques roses. Kyle a insisté, il ne voyait pas du tout de qui il s'agissait. J'ai demandé à son frère, qui est plus âgé de 5 ans, et lui non plus ne voyait pas. Un peu mal à l'aise, je suis allé voir mes parents et je leur ai demandé, « Vous avez bien vu que je jouais avec une fille hier, non ?» Ils n'avaient aucune idée de qui je parlais. Ils pensaient que j'étais seul dans le garage toute la journée. En dernier recours, j'ai demandé à la grand-mère de Kyle. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucune petite fille hier, qu'elle était restée toute la journée à la maison avec son mari, et qu'elle ne connaissait pas de fillette qui s'appelait Amaya. Encore aujourd'hui, Kyle affirme qu'il ne sait pas de qui je parle. Je ne sais pas quoi penser. Je suis sûr d'avoir joué avec cette fille. On a sauté à la corde, soufflé des bulles, fait des jeux de mains. Personne ne connaît une petite fille appelée Amaya, mais j'ai passé toute une journée avec elle. C'est aussi vrai que possible, d'après mes souvenirs. J'avais environ 7 ou 8 ans, et je jouais dans un grand parc ou une zone boisée en Californie, ce n'est pas là où j'ai grandi, on rendait visite à de la famille. J'explorais, je grimpais aux arbres, ce genre de choses. Mes parents étaient à portée de voix, tout comme une de mes tantes, mais ils discutaient et ne me voyaient pas. J'ai aperçu un renard. Marron roux doré, magnifique. Comme je ne venais pas de la région, c'était la première fois que j'en voyais un. Alors, dans ma curiosité d'enfant hyperactif, peu habitué à courir partout et qui ne savait absolument rien des animaux sauvages, je me suis mis à le poursuivre.
Le renard s'enfuyait, mais sans se presser, plus rapide que moi, mais toujours à portée de vue. Il est descendu une grande pente couverte de broussailles et d'arbres tordus poussant dans toutes les directions. Je descendais tantôt en courant, tantôt en escaladant, tantôt sur les fesses, selon la pente. En bas se trouvait une clairière, avec un grand arbre au milieu, le tronc plus large que ma taille. Au pied de cet arbre, il y avait une sorte d'abri bricolé, une fosse creusée dans le sol et recouverte de branches, de bâtons et de cartons, comme une tente. Un peu comme ce que pourrait construire une personne sans abri pour se protéger de la pluie, ou ce qu'un enfant des brouillards pourrait fabriquer comme cabane. Le renard est entré dans cette structure, et moi, qui étais encore en train de descendre, je l'ai perdu de vue. Quand je suis arrivé en bas de la pente, une fillette est sortie de la cabane. Elle avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus jeune. Ses cheveux étaient emmêlés, j'aimerais pouvoir dire qu'ils avaient la couleur du pelage du renard, mais je ne me souviens pas, avec des feuilles dedans. Elle portait une salopette en jean et était pieds nus. À cet âge-là, peu de choses semblaient encore impossibles. J'ai regardé dans la cabane, plus de renards, et aucun endroit visible où il aurait pu aller. La fille me regardait. Alors je lui ai demandé quelque chose comme « C'est toi, le renard que je poursuivais ?» Et elle a répondu « Oui », avec une sorte de ton fier, comme si c'était super cool. J'ai demandé « T'es une personne qui peut se transformer en renard grâce à la magie ?» Elle a dit « Je suis un renard, mais je peux aussi avoir cette apparence. » Je lui ai demandé si elle vivait là. Elle a répondu oui. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait pour s'amuser. Elle a dit « Je joue à des jeux. Je chasse des insectes. Je chasse des souris. Je chasse des oiseaux. Parfois, je prends des roulés à la cannelle aux distributeurs automatiques. » Je suis presque sûr que ce sont ces mots exacts, mais c'était il y a longtemps. Et voilà, j'étais satisfait. J'étais un enfant simple, qui lisait beaucoup de récits fantastiques. J'ai dit quelque chose comme « Tu veux voir un caillou trop cool que j'ai trouvé et chercher des cloportes ?» Et on a joué ensemble pendant environ 1 heure. Je ne me souviens pas de tout ce qu'on a fait, mais je me souviens que j'ai trouvé plusieurs pierres sympas qu'elle a adorées, qu'elle courait beaucoup plus vite que moi, sautait plus loin, et était excellente pour attraper des insectes. Elle se baissait, bondissait en avant et rabattait ses mains sur eux avant de me les montrer, puis de les relâcher. Elle adorait qu'on lui dise qu'elle était forte, rapide, agile. Elle se pavanait quand je la complimentais. Et elle trouvait ça génial que j'ai un livre avec moi. Je crois que je lui ai proposé de le garder, mais elle m'a dit qu'elle ne savait pas lire. Ou alors j'ai inventé ce souvenir plus tard, je ne sais plus. En tout cas, je lui ai donné tous les cailloux sympas, qu'elle a rangés dans la cabane parce qu'ils tombaient de ses poches de salopette. Au bout d'un moment, mes parents, qui, visiblement, m'appelaient depuis un moment et étaient très inquiets de m'avoir perdu de vue, ont commencé à descendre la colline par un chemin plus doux. En entendant la voix de ma mère, inquiète et fâchée, j'ai dit « Je dois aller, j'ai pas mal joué, salut » et j'ai couru vers ma famille. J'ai eu droit à une bonne réprimande, on m'a sermonné sur l'importance de rester à portée de voix. Et une fois qu'on avait fini de me gronder, je n'avais pas très envie d'expliquer que j'avais rencontré un renard qui pouvait prendre forme humaine, adorait les roulés à la cannelle et collectionnait les cailloux intéressants. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais même pas si je suis retourné dans ce parc ou cette forêt, peut-être pas pendant ce voyage. Et aujourd'hui encore, je ne saurais pas dire où c'était exactement, si ce n'est quelque part dans la région de Berkeley, ou peut-être Albany. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que cette journée avait été étrange. Sur le moment, c'était juste une super journée. Une fois, j'ai rencontré un type qui prétendait pouvoir voir les vies antérieures des gens. Je n'ai jamais vraiment cru à tout ça, mais c'était une expérience étrange. Ça s'est passé en 2016. J'étais à un festival local dans ma ville natale, avec des amis. Il y avait beaucoup de monde, et à un moment, j'ai perdu mes potes. J'avais déjà bu quelques bières, donc c'était facile de discuter avec des inconnus. Parmi eux, il y avait une jeune femme et le gars en question. Je dirais qu'il avait la quarantaine bien entamée. Il avait l'air parfaitement ordinaire, rien de particulier à signaler.
Je parlais avec une de ses amies à propos du groupe qui jouait, quand soudain, il me demande si j'ai un problème au genou. Et en effet, j'en avais un. Une blessure à cause de la course. Rien de visible pourtant, je ne boitais pas, ça ne faisait mal que lorsque je courais. On ne pouvait pas le deviner à l'œil nu. Il m'a alors expliqué qu'il pouvait ressentir les blessures des gens parce qu'elles étaient liées à leur vie antérieure. Selon lui, les douleurs chroniques ou intenses sont souvent liées à la manière dont on est mort dans une vie précédente. Même si je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait, j'étais intrigué et je me suis prêté au jeu. Je lui ai demandé ce qu'il voyait à propos de mon genou. Il m'a répondu qu'il sentait que j'avais une vieille âme, et que cette douleur au genou pourrait être une blessure de guerre, vestige d'une vie passée où j'aurais été légionnaire dans l'armée romaine. Il a ajouté que j'étais mort sur un champ de bataille. Pour info, je viens d'Europe de l'Ouest. J'ai gardé mon scepticisme, évidemment, mais je lui ai quand même demandé comment il pouvait savoir tout ça juste en me regardant. Il a simplement dit, c'est ce que je vois là, maintenant. Je pourrais faire une séance complète avec toi un jour et explorer beaucoup plus de vie. J'ai décliné l'invitation, mais je lui ai quand même demandé si j'étais mort à cause de mon genou. Il a ri et répondu, non. Tu es mort d'une blessure à l'estomac. Et là, sans prévenir, il s'est avancé vers moi et a appuyé légèrement 2 doigts, l'index et le majeur, sur mon ventre. Ça m'a fait l'effet d'un taser. Comme une décharge électrique qui a traversé tout mon corps. Même mes doigts picotaient. J'ai eu une douleur vive, je me suis penché en avant sans pouvoir l'empêcher, et quand j'ai relevé la tête, lui et son ami me regardaient en souriant. Il m'a tendu une carte de visite et m'a dit de l'appeler si ça avait éveillé ma curiosité. Je l'ai remercié et lui ai souhaité bonne chance, en essayant de rester calme, mais j'étais complètement paniqué à l'intérieur. Peu de temps après, j'ai retrouvé un ami et je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Il m'a juste dit, bon, plus de bière pour toi ce soir, et on a rigolé. Je n'ai jamais revu cet homme, et j'ai perdu sa carte depuis longtemps. Mais j'y pense encore de temps en temps. Même si je ne crois toujours pas à l'âme ou à une quelconque vie après la mort, je n'arrive pas à me sortir complètement de la tête que la réincarnation pourrait peut-être exister. Un jour, ma copine de l'époque et moi faisions un stage à Orlando. On se disputait beaucoup à ce moment-là, on était au bord de la rupture. C'était une période difficile, mais charnière dans nos vies. On sentait tous les deux que beaucoup de choses allaient changer, qu'on allait grandir, chacun de notre côté et peut-être ensemble. Un jour, on s'est encore disputé, cette fois à propos d'un truc aussi banal que le choix du resto. Finalement, on a décidé d'aller à pied jusqu'au Hurricane Grill, juste au coin de notre complexe d'appartements. En marchant, on continuait à se prendre la tête en entrant dans le restaurant. Et là, sans prévenir, un type qu'on n'avait jamais vu arrive droit vers nous, tend les mains dans notre direction, comme pour nous inviter à le suivre, et dit « Allez, venez, on entre, je vais nous prendre une table. On va discuter. » Tous mes signaux d'alerte se sont allumés. Je me disais qu'il fallait que je sois hyper vigilant, qu'il n'essaie pas de nous droguer ou de faire du mal à ma copine. Mais en même temps, il avait l'air calme, bienveillant, presque familier, avec une confiance tranquille qui mettait mal à l'aise mais pas de façon menaçante. Il a choisi une table, commandé de la nourriture pour nous, et s'est mis à parler. Pas de bavardage superficiel. Il est allé droit dans des sujets profonds, les relations, le mariage, nos rêves, nos peurs, ce qu'on voulait vraiment dans la vie. C'était intense, et on n'avait pas bu une goutte d'alcool. À un moment, il s'est tourné vers moi, les yeux pleins de larmes, et il m'a dit « Tu vas accomplir tout ce que tu veux, et bien plus encore. Arrête de douter autant de toi. » Et il pleurait. Pas des larmes forcées ou exagérées. C'était sincère. Et ce qu'il disait, je le ressentais comme vrai, comme si quelqu'un avait enfin mis des mots sur ce que je cachais au fond. Je me suis mis à pleurer aussi. On a fini le repas. Il nous a pris tous les deux dans ses bras, fort, comme un vieil ami ou un parent qu'on n'aurait jamais connu. Puis, il a payé toute l'addition. On lui a demandé s'il avait besoin d'un coup de main pour rentrer chez lui, s'il voulait qu'on le ramène quelque part. Il a juste souri et dit que non,
que tout allait bien. Puis il s'est mis à marcher. Pas vers la sortie, mais vers un coin avec des buissons et des arbres. Il a disparu de notre vue. On ne l'a jamais revu. Et depuis ce jour-là, je repense souvent à cette soirée. Pas parce que j'y cherche une explication, mais parce qu'elle reste gravée. Comme une parenthèse dans le réel. Une de ces rencontres qui laisse un écho longtemps après. Je viens d'une famille plutôt classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus normal, avec une ambiance assez saine, etc. Mais moi, j'ai un trouble de la personnalité borderline, et pendant mon adolescence, j'ai fumé pas mal de weed, bu de l'alcool, pris beaucoup de champi, je traînais avec des mecs qui volaient des voitures, faisaient du vol à l'étalage, ce genre de trucs. Comme on vivait dans une zone assez rurale, j'avais aussi l'habitude de faire beaucoup d'autostop. Ma première vraie copine, celle avec qui j'ai eu ma première relation sexuelle, c'était une fille assez intense, originaire d'Ukraine mais qui avait grandi en Russie. Longue histoire courte, du jour au lendemain, elle a complètement disparu de ma vie. Et puis j'ai fini par apprendre qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Je l'ai très mal pris. J'ai littéralement vu rouge, je devais savoir ce qui se passait. Alors, je me suis mis sur la route pour aller chez elle, à pied, en pleine nuit. Un type d'environ 40 ans m'a pris en stop. Il m'a demandé pourquoi je faisais de l'autostop à cette heure-là, et il avait l'air inquiet, car il avait une fille de mon âge. On a parlé de ça, il m'a demandé des conseils pour mieux communiquer avec sa fille, et j'ai vraiment senti qu'il m'écoutait, qu'il me respectait. Quand je lui ai dit où j'allais et pourquoi, il s'est contenté de me dire qu'il fallait que je fasse attention, que ce genre de moment pouvait changer une vie. Il avait raison. Mais c'est le trajet du retour qui m'a vraiment marqué. Une fois arrivé chez elle, les choses ont dégénéré rapidement. Elle a fini par appeler la police. J'ai fui à travers des jardins, des ruelles, des caniveaux, tout pour éviter les flics et retourner au bord de la route, là où j'avais commencé mon trajet. Il était environ 3 heures du matin, et alors que je descendais vers l'autoroute, miracle, une voiture passe. Et encore plus fou, elle s'arrête. Je m'approche, j'ouvre la portière, et l'intérieur sent incroyablement bon. Au volant, une vieille dame d'environ 70 ans, très douce. Elle me demande, un peu en plaisantant, si je vais la voler. Je lui réponds, en rigolant moi aussi, que ce serait plutôt à elle de faire attention à ne pas me voler. Et je monte dans la voiture. On a roulé presque en silence, mais juste avant que je descende, elle m'a regardé et m'a dit que je lui faisais penser à quelqu'un qu'elle avait perdu il y a longtemps, et qu'elle sentait que les choses allaient bientôt s'améliorer pour moi. Puis elle m'a déposé, et je suis rentré chez moi. Je vivais dans un petit studio, séparé de la maison familiale. Je me suis glissé à l'intérieur et je me suis jeté dans mon lit. À peine 20 secondes plus tard, j'entends mon beau-père sortir de la maison en parlant au téléphone. Il disait à quelqu'un qu'il pensait qu'ils avaient dû se tromper de personne. Il a frappé à ma porte, est entré et m'a demandé si j'étais bien là. Je lui ai répondu que oui, bien sûr. Il m'a alors tendu le téléphone en me disant que c'était la police. Le policier m'a demandé si j'avais été chez mon ex ce soir-là et m'a accusé d'avoir cassé une vitre ou je ne sais quoi encore. J'ai répondu que j'étais resté chez moi toute la nuit. Il m'a demandé où exactement, je lui ai dit le nom de mon village, qui se trouve à une vingtaine de minutes de chez elle. Et là, il m'a simplement souhaité une bonne nuit. Si cette voiture ne s'était pas arrêtée, et sérieusement, qu'est-ce qu'une vieille dame faisait sur la route à 3 heures du matin? Ma vie aurait complètement basculé. J'aurais été arrêté, ma réputation ruinée, mon avenir foutu. Après le lycée, j'ai repris ma vie en main. Aujourd'hui je vais très bien. Mais j'y pense encore parfois, cette femme sortie de nulle part, elle m'a sauvé. Elle n'était peut-être pas d'ici. J'ai vécu une rencontre qui n'était pas vraiment surnaturelle, ni non plus clairement non humaine, mais qui avait quelque chose de profondément étrange, presque inquiétant, comme si j'étais tombé sur un membre d'un culte ou un tueur en série qui se cache très bien. À l'époque, je travaillais comme tailleur dans une boutique de costumes à Édimbourg.
Un jour, un homme vraiment particulier est entré. Il était petit, avec un large sourire figé en permanence sur son visage et de toutes petites lunettes rondes noires qui semblaient sorties d'une autre époque. Franchement, on aurait dit un accessoire victorien. Il portait un vieux costume en tweed, tout usé, et voulait un nouveau complet pour un événement auquel il allait assister. Il m'a dit que c'était un ancien club, une sorte de fraternité ou de cercle de gentlemen. Il m'a donné un nom, mais c'est comme si mon cerveau l'avait effacé immédiatement. Même sur le moment, j'ai eu l'impression de l'oublier aussitôt. Je l'ai mesuré, puis je lui ai fait essayer plusieurs tenues. On a choisi un costume complet au bout d'environ 2 heures. Pendant tout ce temps, il me posait des questions très bizarres, presque philosophiques, parfois personnelles. À un moment donné, il m'a dit qu'il pouvait voir à l'intérieur des gens, et que je n'étais pas fait pour ce métier. Selon lui, j'étais un artiste. Il disait qu'il pouvait le voir dans mes yeux. Il notait plein de choses dans un petit carnet, très usé, qui avait l'air aussi vieux que lui. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant chez lui, mais sans que je puisse dire exactement quoi. Ce n'était pas une peur frontale, c'était plus une impression de décalage avec la réalité. Quand on a fini de choisir l'ensemble, il m'a tendu une carte. Il m'a dit que je devrais venir à l'une de leurs réunions, qu'il pourrait me présenter à ses collègues, et qu'ils auraient beaucoup d'opportunités d'affaires pour moi. Puis, en riant, il a ajouté que l'adresse était difficile à trouver, mais encore plus difficile à quitter. Il a payé, m'a laissé un énorme pourboire, et est parti. Quand je suis allé ranger la cabine d'essayage, j'ai vu qu'il avait oublié son carnet. Par curiosité, je l'ai ouvert discrètement. Il était rempli d'écriture dans une langue que je ne reconnaissais pas, écrite très serrée, presque griffonnée. Il y avait des plans, des croquis de bâtiments, et des dizaines de dessins de corbeaux. Partout. Certaines pages entières en étaient couvertes. Il n'est jamais revenu chercher ce carnet. Et moi, je ne suis jamais allé à l'adresse. Enfin, pas tout de suite. Des années plus tard, je l'ai cherché, par curiosité. Rien. Je n'ai rien trouvé. J'ai donné le carnet à un ami qui pensait pouvoir déchiffrer ce genre de choses, mais il n'a jamais réussi à en tirer quoi que ce soit. Quelques années plus tard, je me suis engagé dans une association qui soutient les victimes de brûlures graves, notamment des personnes ayant survécu à des violences domestiques. J'ai rencontré un homme qui m'a particulièrement touché, son père l'avait brûlé vif après qu'il avait révélé son homosexualité. Une histoire horrible, que je croyais naïvement appartenir au passé. Le père s'était suicidé en prison. Un jour, ce gars me montre une vieille photo de son père. Et là, choc total. C'était lui. Le même visage. Ou du moins, incroyablement proche. C'était comme revoir l'homme au carnet, avec ce sourire fixe et ses lunettes rondes. Sauf que cet homme était censé être mort depuis plus de 10 ans au moment de notre rencontre. Je sais que ça doit être une coïncidence. Que mon esprit veut peut-être relier les points. Mais je n'ai jamais réussi à me défaire de cette impression glaçante. Comme si j'avais croisé quelque chose, ou quelqu'un, qui n'appartenait pas tout à fait à notre réalité. Je pense avoir rencontré un ange quand j'avais 9 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais croisé un autre être humain qui m'ait fait ressentir une chose pareille. J'avais donc 9 ans, et ma famille était partie à la plage pour quelques jours. Un jour, on a décidé d'aller visiter Fort-Saint-Thé, parce que mon père adore l'histoire, et moi, je ne l'avais encore jamais vu. Rien d'inhabituel ce jour-là, le temps était beau, la visite agréable, le fort conforme à ce qu'on imagine. Alors qu'on s'apprêtait à partir, j'ai vu un petit garçon pleurer un peu plus loin. Il avait l'air perdu, regardant autour de lui, sûrement à la recherche de ses parents. Il devait avoir 5 ans, à peu près. C'est là qu'une femme s'est approchée de lui. Elle avait les cheveux roux très vifs, presque flamboyants. Elle lui a pris la main, et aussitôt, il s'est calmé. Tandis que ma famille passait près d'eux pour quitter le fort, je les regardais. Et elle m'a regardé en retour. À cet instant, quelque chose m'a frappé de plein fouet, la lumière dans ses yeux. C'était d'un bleu tellement profond,
tellement pure, au-delà de ce que j'ai jamais vu chez qui que ce soit. Elle m'a souri. Et là, dans ma tête, j'ai entendu une voix douce me dire « Tout ira bien ». Pas comme une pensée, ni comme si elle avait parlé à voix haute. C'était en moi, mais étrangement clair. Instantanément, une chaleur m'a envahi, une paix profonde, une sérénité que je ne saurais décrire. C'était comme si tout le monde autour de moi disparaissait, comme si, pendant un bref moment, rien de mauvais ne pouvait exister. Le petit garçon, lui, ne pleurait plus. Il souriait pendant qu'elle l'emmenait doucement vers le bâtiment des services aux visiteurs. Et plus elle s'éloignait, plus le calme en moi disparaissait peu à peu, jusqu'à ce que je me retrouve à nouveau dans mon corps de petit garçon hyperactif, un peu excité par la sortie. Mais je n'ai jamais oublié ce moment. Son regard qui transperçait l'âme, cette voix si claire et rassurante dans mon esprit, cette aura de douceur et de puissance silencieuse. Elle avait quelque chose d'irréel, d'intouchable. Je crois sincèrement que c'était un ange. Un ange venu sur Terre, juste assez longtemps pour ramener un enfant perdu à la sécurité, et laisser à un autre un souvenir gravé à jamais. J'habitais autrefois une très vieille maison, dans les collines à l'ouest du Maryland. Elle avait une architecture étrange, des fenêtres uniquement à l'avant et à l'arrière, aucune sur les côtés. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a expliqué que, dans le passé, les maisons étaient parfois construites ainsi pour empêcher les esclaves, qui circulaient entre les habitations, de pouvoir regarder à l'intérieur. Nous louions la maison à un ami de la famille, et avant d'emménager, il nous avait simplement dit qu'elle était spéciale et qu'on devait être prêt à cela. Aucune explication, rien de plus. Et effectivement, avec le temps, j'ai compris que quelque chose d'étrange régnait dans cette maison. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle était hantée, mais elle semblait enchantée. Les choses qui s'y produisaient sortaient souvent de l'ordinaire. L'événement le plus étrange s'est produit quelques mois avant que je ne quitte l'endroit. Juste en face de la maison, il y avait un champ ouvert, qui montait ensuite en colline, puis se terminait par une crête montagneuse. Tout en haut de cette crête, on distinguait une antenne, surmontée d'un point lumineux blanc. Cette lumière était toujours allumée la nuit. Elle ne clignotait pas, elle restait fixe. Un soir, je suis sorti pour aller aux toilettes, oui, il y avait une cabane au fond du jardin, et j'ai remarqué que la lumière sur la crête était éteinte. Pensant qu'un arbre bloquait peut-être la vue depuis mon angle, je suis descendu un peu plus loin dans l'allée. Mais je me suis figé net, soudain, tout le ciel derrière la crête s'est illuminé. Pas comme un éclair, ni une lumière naturelle, c'était comme si quelqu'un avait allumé d'énormes projecteurs dirigés vers le ciel, qui se reflétaient dans des nuages, sauf qu'il n'y avait ni nuages, ni neige, ni quoi que ce soit qui aurait pu expliquer ce phénomène. Et c'était étrangement silencieux. Un silence total, comme s'il avalait tout. Évidemment, ma curiosité était piquée. Je me suis avancé un peu plus, espérant avoir un meilleur point de vue. C'est là qu'un homme est apparu. Il est arrivé depuis la gauche, marchant rapidement dans ma direction. Il ne faut pas oublier que c'était un coin très isolé, à peine 2 autres maisons habitées dans la rue, et rarement le moindre passage, encore moins à pied. Sa présence était déjà inhabituelle en soi. Quand il a été assez proche, il m'a lancé, sur un ton presque bienveillant, que je ne voulais pas aller par là-bas. J'ai demandé ce qui se passait, curieux. Il a simplement répondu qu'il ne pouvait pas dire, mais que je ne voulais pas faire partie de ça. Je lui ai fait remarquer que s'il ne savait pas ce que c'était, comment pouvait-il savoir que je ne voulais pas y être mêlé ? Je lui ai dit que c'était franchement bizarre, en pointant la lumière toujours visible, elle pulsait doucement à ce moment-là, comme si elle respirait, et que j'étais du genre curieux. C'est alors que son ton a changé. Il est devenu plus grave, presque menaçant. Il a dit, « Tes yeux ne sont pas faits pour voir. » La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. Ce n'était pas une simple phrase. C'était une déclaration. Comme si, tes yeux, voulait dire, les yeux des humains, et qu'il me mettait en garde contre quelque chose que je n'étais pas censé approcher. Peut-être même que ce n'était plus vraiment un avertissement, mais un ordre. Sur le moment, j'étais trop naïf,
trop incrédule pour comprendre à quel point c'était sérieux. J'ai regardé à nouveau la lumière au loin, et quand j'ai ramené mon regard vers l'homme, il n'était plus là. Disparu. En 5 secondes, tout au plus. Il n'aurait eu le temps d'aller nulle part, aucune cachette, aucun virage, rien. Il s'était évaporé. Là, j'ai vraiment eu peur. J'ai couru à l'intérieur et raconté ce qui venait de se passer à mon coloc. Je lui ai dit de venir voir de ses propres yeux, mais quand on est ressorti, tout avait disparu. Plus de lumière, plus de lueurs étranges dans le ciel. Rien. J'ai voulu comprendre. J'ai cherché sur Google Maps ce qui pouvait bien se trouver de l'autre côté de cette crête. Rien. Pas de route, pas de bâtiment, rien. Un vide. En vue satellite, c'était juste des arbres, des montagnes, aucune trace humaine. Je ne saurais probablement jamais ce qui se passait ce soir-là. Ni qui était cet homme, ni ce qu'il essayait vraiment de me protéger, ou de me retenir de voir. Mais j'ai parfois l'impression qu'il a été envoyé. Qu'il était un messager. Peut-être pour me sauver. Peut-être pour m'empêcher d'aller là où mes yeux humains, n'étaient pas faits pour poser leur regard. Je suis allé à une retraite de méditation où l'on passait la majeure partie de la journée assis à méditer. C'était une grande salle, comme un gymnase, et chacun avait un espace délimité d'environ 1 mètre carré. Les rangées étaient parfaitement alignées et tout le monde restait en ligne. Il y avait environ 200 personnes dans cette salle. On recevait les instructions, puis on fermait les yeux sans faire le moindre bruit jusqu'à ce qu'on nous dise de les rouvrir, généralement après 1 heure. Bien sûr, c'était ma première fois et je n'arrivais jamais à rester immobile aussi longtemps. Je finissais donc par ouvrir les yeux, regarder autour de moi et observer les gens. Parfois, d'autres faisaient pareil. Le 3e jour, j'ai remarqué une femme, 2 rangées devant moi et un peu sur la droite. Elle avait des mouvements très étranges. Des sursauts soudains des bras. Elle tremblait de manière incontrôlable. Je suis resté là, à la regarder, un peu choqué, un peu perdu. Et ça empirait chaque jour. Ça commençait vraiment à me faire peur. Le 6e jour, je suis assis, j'essaie de méditer, j'ouvre les yeux et je la vois agiter un bras au-dessus de sa tête, comme ces bonshommes gonflables qu'on voit devant les stations-service. Le bras montait, puis redescendait, comme s'il était soulevé par une rafale de vent. En même temps, elle secouait le buste et la tête. J'étais sidéré. Puis, soudain, elle s'arrête net, sa tête tombe en avant jusqu'à ce que son menton touche sa poitrine et elle commence à tourner lentement la tête vers la gauche. Jusqu'à ce qu'elle croise mon regard. Oh mon Dieu! Mon cœur n'a jamais battu aussi vite. On aurait dit une scène de film d'horreur. Son visage s'est tourné vers moi dans cette position étrange. Ses cheveux lui couvraient une bonne partie du visage et, à travers eux, je voyais ses yeux me fixer. Elle m'a regardé comme ça pendant 10 bonnes minutes, jusqu'à ce que le son qui marque la fin, une sorte de chant censé nous ramener à la conscience, commence. Elle s'est alors tournée vers l'avant, s'est redressée, s'est levée et a poursuivi sa journée tout sourire. À partir de ce moment-là, je n'ai plus réussi à méditer du tout. J'ai eu peur d'elle jusqu'à la fin de la retraite et j'ai fait des cauchemars où elle venait dans ma chambre. Il y a quelques années, je travaillais dans un parc naturel d'environ 200 hectares, avec plusieurs kilomètres de sentiers de randonnée. Un jour, une femme est venue au bureau me signaler qu'il y avait un tatou mort au milieu d'un des sentiers. Je suis allé le ramasser, il avait une seule morsure sous le ventre. Le lendemain, alors que je marchais sur les sentiers, je suis tombé sur un autre tatou. Exactement pareil, une seule morsure sous le ventre. Et ça a continué comme ça pendant 14 jours. Chaque jour, je devais enlever un tatou mort. Le 13e était sur un sentier à l'arrière du parc. Pendant que je m'occupais du tatou, un vieil homme d'environ 70 ans, à la peau marquée par le soleil, s'est approché de moi. Il portait une chemise de style western. Il m'a dit « Il te taquine, c'est tout ». Je lui ai répondu « Pardon ? De quoi vous parlez ?
Il a dit le farceur. Je lui ai dit « Comment ça ?» Il a répondu « Le coyote, il s'amuse à te faire enrager. Il trouve ça drôle. » J'ai dit « Eh bien j'aimerais qu'il arrête. » Le vieux monsieur a simplement ri doucement et a commencé à s'éloigner. Je lui ai dit « Bonne journée mon vieux. » Il a fait un signe de la main en s'en allant, en me disant « À toi aussi » avant de disparaître dans un virage du sentier. J'ai jeté le tatou dans les broussailles et je l'ai suivi à peine 10 secondes plus tard. Quand j'ai tourné au coin, il n'y avait plus personne. J'ai regardé partout. J'ai marché sur les sentiers pendant des heures, j'ai demandé à tous ceux que j'ai croisés s'ils l'avaient vu. Personne ne l'avait aperçu. Le lendemain matin, en arrivant au travail, je suis allé dans le bureau pour consulter mes emails. J'ai ouvert les stores de la fenêtre, et là, juste en dessous, il y avait un tatou. Une seule morsure sous le ventre. C'était le dernier, le 14e. Je suis resté là à réfléchir. La chemise du vieux, elle avait des motifs géométriques représentant des coyotes dans un désert. Je suis à peu près certain que ce vieux monsieur, c'était le farceur lui-même. J'étais dans un bar étudiant un vendredi soir. Le genre de bar bien connu pour être bondé, bruyant, un vrai repère d'étudiants. J'y allais souvent parce que j'étais un grand fan de billard. Les gens me connaissaient dans les soirées et les bars pour ça. Presque tous les week-ends, je sortais pour jouer. Je gagnais de l'argent, des bières gratuites, des verres offerts. Je gardais la table pendant des heures. Parfois, je prenais un partenaire au hasard pour faire des parties à 2 contre 2, souvent contre des types bien éméchés, des étudiants en fraternité ou d'autres gars du coin. Ce soir-là, c'était au printemps, et le bar était plein à craquer de jeunes entre 21 et 24 ans, moi y compris. Je cherche quelqu'un avec qui faire équipe. Et là, un homme entre. Un vieux monsieur en smoking. Un vrai tuxedo. Chemise blanche impeccable, chaussures de ville brillantes, cheveux blancs parfaitement coiffés. Il devait avoir dans les 70 ans, facile. Il détonnait complètement dans ce décor. On aurait dit qu'il sortait d'un opéra. Il me rejoint au billard et, je ne sais pas pourquoi, on forme une équipe. J'avais l'impression de jouer au billard avec Dieu ce soir-là. Il ne ratait aucun tir. 0. Tout était fluide, précis. On a enchaîné les parties jusqu'à la fermeture du bar. Des gens posaient des billets sur la table en pariant qu'on finirait par perdre. Mais non. Ce vieux en smoking et moi, on a tout gagné. Et je ne l'ai plus jamais revu. Une seule et unique apparition. Comme s'il n'avait existé que pour cette soirée. Je ne sais pas si ça compte vraiment, mais j'ai vécu une situation où 2 inconnus de l'un de mes rêves sont devenus bien réels dans ma vie. J'avais environ 6 à 8 ans quand j'ai fait ce rêve. J'étais assis à un comptoir en marbre, en train de manger des pâtes avec 2 filles. C'était un rêve banal, mais très clair dans ma mémoire. Puis, quand mes parents ont divorcé à mes 9 ans, je suis parti vivre chez le cousin de mon père. Dans cette maison vivait son épouse, leurs 2 filles et un nouveau-né. Ces 2 filles, c'étaient celles de mon rêve. Je ne les avais jamais vues avant. Je ne les connaissais pas. Et pourtant, 2 mois après mon arrivée, la scène exacte de mon rêve s'est produite. Le même comptoir en marbre. Le même plat. Les mêmes 2 filles à mes côtés. J'ai littéralement lâché que j'avais rêvé de cette scène avant. Elles étaient aussi surprises que moi. On a passé un bon moment à essayer de comprendre comment j'avais pu rêver d'un événement si précis avant même de les rencontrer. On n'a jamais trouvé d'explication. La seule chose qui semblait possible, c'est que, d'une manière ou d'une autre, j'avais vu un fragment du futur pendant mon rêve. Une femme blanche d'un certain âge, dans la cinquantaine, cheveux courts, légèrement grisonnants, m'écoutait raconter une expérience incroyable que j'avais vécue pendant un vol. Je ne me souviens même plus comment on a commencé à parler, mais j'étais littéralement rayonnant en racontant cette rencontre divine que j'avais eue,
la façon dont j'ai embarqué sur ce vol en particulier est une autre histoire, un vrai moment de grâce. Elle était sur le même vol, je suppose, même si on n'était pas assis l'un à côté de l'autre. Je lui racontais mon voyage en sac à dos à travers l'Europe, que ce vol était mon dernier arrêt avant de rentrer chez moi, et ce moment fort avec Dieu juste avant le décollage. Je venais de finir mon histoire quand j'ai aperçu un distributeur automatique dans un long couloir vide de l'aéroport. On s'est dit au revoir, je me suis dirigé vers le distributeur pour vérifier s'il me restait un peu d'argent. Dans ma tête, peut-être $4, pas plus. Elle m'a serré la main pour me remercier de cette histoire qu'elle avait trouvée si captivante. J'ai senti quelque chose dans ma main. J'ai regardé, j'ai déplié un billet. C'était un billet de $20. Ce qui, pour moi à ce moment-là, représentait une somme énorme. J'ai immédiatement levé les yeux pour la remercier. Mais elle avait disparu. Et il n'y avait littéralement aucun endroit où elle aurait pu aller. On était dans un couloir d'aéroport, vide et sans issue. C'est arrivé récemment. Un gars était sur le bord de la route, en train de bidouiller son vélo. Je voyais clairement que la chaîne avait sauté. Je m'y connais un peu en mécanique de vélo, et ça faisait quelque temps que je culpabilisais de toujours passer devant les gens en galère sans m'arrêter. Alors cette fois, je me suis arrêté. Le type était manifestement sous l'effet de stimulants, pas tout à fait dans son état normal, mais très poli et reconnaissant pendant que j'examinais la situation. Je remarque rapidement que ce n'est pas juste une chaîne déraillée, elle est complètement entortillée dans la roue. Il me fallait quelques outils. Pas de souci, j'habite à quelques pâtés de maison. On commence à marcher jusque chez moi, et là il se met à parler sans arrêt, comme peuvent le faire les gens sur des drogues stimulantes, un flot de paroles intenses, rapides, décousues. Mais le contenu de ce qu'il dit est lourd. Il m'explique que sa femme est en prison, qu'il s'inquiète pour sa fille malentendante, mais qu'ils ont récemment reçu des appareils auditifs dernier cri, qu'il y a une vidéo sur YouTube où on peut la voir, qu'il va se faire interner en centre de désintoxication la semaine prochaine parce qu'il n'arrive plus à garder ses jobs de plombier à cause de la drogue, et ainsi de suite, sans pause. Pendant que je répare son vélo, je lui fais une remarque sur la qualité du matos. C'était un vieux VTT haut de gamme, avec des composants de fou, carbone partout, suspension de luxe. Honnêtement, j'ai pensé direct qu'il l'avait volé. Et toutes ces histoires qu'il me sortait, je les voyais comme des mensonges nerveux sous drogue. Il me dit que c'est le vélo de sa femme, qu'elle faisait de la compétition dans les années 2000. Je me dis que c'est une belle invention, mais bon, la chronologie et le modèle du vélo collent. Je finis par réparer le vélo. Je lui souhaite bonne chance. Il repart, disparaît au loin sur son bolide. Je rentre chez moi, encore un peu secoué, et je cherche son nom en ligne. Et là, tout est vrai. Je trouve son profil Facebook. Je tombe sur la vidéo de sa fille recevant ses implants. Je le vois, lui, en meilleure forme, dans une vidéo récente. Je découvre qu'il a été plombier pendant des années. Que sa femme est effectivement en prison après un DUI. Et qu'elle a bien fait du VTT de compétition dans les années 2000. Je suppose que ce n'était pas un alien. Mais cette rencontre, c'était vraiment étrange. Un de ces moments que je n'oublierai jamais. Je travaillais dans une certaine boulangerie, coffee shop, non, pas celle à laquelle vous pensez, l'autre, et j'ouvrais 5 matins par semaine depuis 3 ans, donc j'avais appris à bien connaître les habitués. Certains étaient adorables, d'autres agaçants, mais ce gars-là, c'était une autre histoire. On l'appelait Père Noël furieux parce qu'il ressemblait trait pour trait à un Père Noël de centre commercial, sauf qu'il était le pire client imaginable. Toujours en colère, allergique au bavardage, et si vous mettiez trop de temps à le servir, à encaisser, ou même simplement à respirer, il devenait carrément odieux. J'étais obligé de prévenir chaque nouvelle recrue, il est comme ça. Moins tu lui parles, mieux c'est. Pas de « bonjour », pas de sourire, juste prends son bagel aux myrtilles, tranché, sans beurre ni fromage, et laisse-le partir.
Il venait au moins une fois par semaine, comme une horloge. Un matin comme un autre, les choses avaient déjà mal commencé. Mon binôme n'était pas venu, et le boulanger avait du retard à cause d'une formation, donc la vitrine était presque vide à l'ouverture à 6 heures. Les bagels sortaient tout juste du four, bien trop chauds pour être touchés. Et voilà Père Noël furieux qui entre à 6h15. Je savais que ça allait être un enfer. Je prends mon courage à deux mains, je lui souhaite un bonjour, erreur, et je lui explique aussitôt que les bagels sont encore trop chauds, mais que je peux lui offrir un café pendant qu'il attend. Réaction rationnelle. Non. Il se met à hurler. À m'insulter. Me traite d'incompétente, d'idiote, me crache des remarques venimeuses à la figure. Alors, en tant que jeune femme de 23 ans payée au salaire minimum, j'ai réagi en pleurant. J'avais les larmes aux yeux, je suis allé chercher ma manager, elle aussi, 23 ans, salaire minimum, et je lui ai demandé de s'en occuper parce que, franchement, ce n'était pas ce que je méritais. Elle est allée le voir, a tenté de désamorcer la situation, et il l'a fait pleurer elle aussi. Leur échange s'est terminé par un « dégage d'ici » bien mérité de sa part, parce qu'il se comportait comme un idiot pour une histoire de bagel. On est restés là, toutes les deux, devant le comptoir, en train de pleurer, pendant qu'un autre client, qui avait tout vu, essayait de nous réconforter. Franchement, si tu te lèves à 6 heures du matin pour foutre ta haine sur des baristas, reste chez toi. Et puis, plus rien. Je ne l'ai plus revu pendant des mois. On s'est dit qu'il avait eu une prise de conscience, qu'il avait réalisé à quel point il était horrible, et qu'il avait décidé de ne plus jamais revenir. Jusqu'à ce matin-là. Il est entré, a souri, a été poli, presque charmant. On a même plaisanté. Il m'a remercié, pour la première fois de sa vie, avant de repartir. J'étais convaincu qu'il avait fait un AVC qui lui avait reconfiguré le cerveau. Ma manager, elle, pensait qu'il avait compris qu'il était le problème et qu'il voulait juste mieux se comporter avec les gens. Mais je ne l'ai jamais revu. Je suis persuadé qu'il est mort ce jour-là, qu'un ange est venu le trouver et lui a dit « Tu ne passes pas tant que tu n'auras pas réparé certaines choses ». Faire pleurer une barista n'était probablement pas en haut de sa liste de méfaits, mais suffisamment bas pour que ça prenne des mois à arriver jusqu'à moi. Et maintenant, je me dis qu'il a peut-être gagné son ticket pour l'au-delà, en me disant merci. C'est une histoire que je raconte parfois, mais seul mon ami Pat et moi y croyons vraiment. Parce qu'on l'a vécu ensemble, et on est encore persuadé que ce qu'on a vu ce soir-là n'était pas tout à fait normal. C'était la Saint-Patrick, à Boston, en 2017. Mes amis et moi avions passé la journée à boire, et on n'avait quasiment rien mangé. En début de soirée, on décide d'aller dans un pub à South Boston. Le lieu était bondé, et la file d'attente pour entrer était monstrueuse. Pat et moi, affamés, traversons la rue pour acheter quelques parts de pizza dans un petit boui-boui pendant que nos potes gardent notre place dans la file. C'est là que tout devient étrange. On commande notre pizza et on s'installe pour manger. Et là, un vieux monsieur entre. Il portait des vêtements verts de la tête aux pieds, s'appuyait sur une canne en bois tordu, n'avait quasiment plus de cheveux, le visage extrêmement ridé, et un sourire édenté. Il s'approche de nous et dit, avec un fort accent irlandais, « Est-ce que je peux m'asseoir ici un petit moment, les gars ? J'ai besoin de reposer mes vieilles jambes. » On se regarde, on hausse les épaules, et on lui fait signe que oui. On pense juste que c'est un sans-abri. Il s'assoit, et commence à nous raconter des blagues franchement crues, puis part dans des fous rires sifflants et saccadés. On mange, on rigole avec lui, un peu surpris. Il nous demande d'où on vient, si on a des origines irlandaises. On lui raconte nos histoires de famille, d'où viennent nos ancêtres. Et il semble sincèrement heureux de l'entendre. Puis il se lève, prend sa canne, tape 2 fois sur la table, fort, avec un grand sourire, et nous dit « Pas que vous en ayez besoin, les gars, vous êtes de bons Irlandais, mais je vous souhaite du bon temps, de la chance, et une bonne nuit. » À ce moment précis, mon téléphone posé sur la table se met à sonner. C'est nos amis, ils sont presque à l'entrée du pub et nous disent de revenir vite. Je regarde le téléphone,
je tourne la tête pour dire au revoir au vieux. Il n'est plus là. Disparu. Sans bruit. La porte de la pizzeria a une clochette qui sonne à chaque ouverture. On ne l'a pas entendu. Il n'y avait aucun endroit où il aurait pu aller sans qu'on le voie passer. Plus tard dans la soirée, on est dehors en train de traverser une rue. Je ne fais pas attention, et je commence à marcher. Une voiture redémarre juste derrière nous avec de la musique à fond, un groupe irlandais qu'on adore. Je m'arrête, tout content, je me retourne vers mes potes pour leur dire « J'adore cette chanson ». À ce moment-là, un taxi déboule et passe juste devant moi, à un cheveu. Si je n'avais pas fait cette pause de 2 secondes, il m'aurait percuté de plein fouet. Pat et moi en sommes persuadés, ce vieux monsieur étrange n'était pas un simple passant. Il nous a donné un coup de pouce, un peu de chance. Ce n'était pas un homme normal. Pour nous, c'était un véritable leprechaun. Et il m'a probablement sauvé la vie. J'étais seul sur une plage au nord de Santa Cruz, l'eau était fraîche mais pas glacée et les vagues avaient ce rythme irrégulier qui demande de l'attention, pas forcément puissante mais un peu traîtresse dans leurs mouvements. Je surfais depuis plus d'1 heure, concentré mais détendu, porté par cette sensation étrange d'être à la fois minuscule et à ma place dans quelque chose de beaucoup plus vaste. À un moment, une vague que j'avais mal anticipée m'a surpris, elle s'est refermée sur moi alors que j'essayais de la prendre de travers et en 1 seconde je me suis retrouvé projeté sous l'eau, comme désarticulé, incapable de comprendre dans quelle direction je me trouvais. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la lumière se perdre au-dessus, floue et lointaine. J'ai voulu remonter, mais mon corps ne réagissait pas, j'avais l'impression que mon cœur s'était arrêté, il n'y avait plus de bruit, plus d'air, juste cette sensation de lente descente comme si quelque chose m'éloignait de la surface sans aucune logique. J'ai senti un poids étrange, pas comme une crampe ou une fatigue, mais comme une main invisible qui m'agrippait, qui me maintenait au fond avec une force douce mais insistante. Ma vision s'est troublée, les contours du monde devenaient cotonneux et je commençais à me dire que j'allais peut-être vraiment rester là, coincé dans ce silence liquide, mais c'est à cet instant précis que j'ai vu une forme apparaître dans l'eau. Elle était bleutée, translucide, presque comme une vapeur solide, et elle avançait vers moi sans bouger les bras, sans nager, juste portée par un mouvement que je ne comprenais pas. Quand elle m'a touché, je n'ai pas eu peur, c'était comme si une chaleur immense entrait dans mon corps, une présence calme et ancienne, et j'ai senti cette chose s'accrocher à moi, comme si elle fusionnait avec mes muscles. Tout d'un coup j'ai été tiré vers le haut, sans douleur, sans effort, comme si une corde invisible me remontait à la surface. Je ne respirais toujours pas, mais je n'étais plus paniqué, je savais simplement que j'étais en train de remonter et que je n'étais plus seul. Quand mon visage a percé l'eau et que mes poumons ont avalé l'air, j'étais sur le dos, flottant, immobile, incapable de parler ou de bouger pendant quelques secondes. Il n'y avait plus personne autour de moi, la mer était calme, presque trop calme, et en regardant vers l'horizon, j'ai vu une silhouette s'éloigner, toujours bleue, toujours floue, comme un être qui n'avait jamais été vraiment solide. Je ne pourrai jamais l'expliquer et je ne cherche même plus à le faire, mais je sais que quelque chose m'a sauvé ce jour-là, quelque chose de vivant, qui ne ressemblait ni à un animal ni à un esprit, mais qui avait cette manière d'exister qui force le respect. Depuis, je sens cette connexion étrange à l'eau, comme si elle m'écoutait, comme si je n'étais plus simplement un corps dans l'océan mais une partie de quelque chose que je ne verrai jamais en entier. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.